valeurs, enjeux et actualité des pratiques. Éducation nouvelle, c'est un courant pédagogique qui existe depuis plus de 100 ans. Il défend les principes d'une participation active des individus à leur propre formation. Coopérer, j'ai cherché la définition dans le Petit Robert, et donc c'est un mot qui est apparu en 1525 du latin cooperari et qui signifie agir, travailler conjointement avec quelqu'un à, s'associer, collaborer, participer à l'exécution d'un projet. Pour que la coopération se vive pleinement, des outils, des techniques, de l'exigence des projets sont indispensables. Les mots coopérer et coopération sont depuis quelques années très utilisés en pédagogie, en animation sous différentes formes. Et il est indispensable que, dès leur plus jeune âge, tous les enfants, les élèves, puissent apprendre à coopérer et vivre des situations de coopération. C'est pourquoi il nous a semblé, nous, les associations du CAP, indispensable de prendre le temps, ce samedi, pour redéfinir le véritable sens de ces mots, avec la participation de M. Mérieux et de M. Robe. Quand un samedi, 18 janvier 2020, plus de 500 éducateurs, parents, enseignants, enseignantes, animateurs, animatrices ont décidé de venir échanger, écouter, participer, nous pouvons dire que les rencontres seront très très enrichissantes. Cette journée ne pourrait se réaliser sans nos partenaires, l'université qui, pour la 4e fois, nous accueille, et l'INESP pour la communication. Ils nous ont aidés pour toutes les affiches, les flyers, et nous vous les remercions très chaleureusement. Nous excusons M. Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, Madame Michèle Grom, sénatrice, Madame Charlotte Brun, adjointe au maire à Lille, Madame Valérie Cabouil, rectrice de la région académique Hauts-de-France et rectrice de l'Académie de Lille, Monsieur Joël Suric, directeur académique des services de l'éducation nationale du Pas-de-Calais, Madame Sandrine Rousseau, directrice adjointe de l'université, et Madame Nathalie Malabre, représentante du rectorat. Je vais laisser la parole maintenant à Monsieur Sébastien Jakubowski, directeur de l'INESP. Bien, mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Sébastien Jakubowski, je suis le directeur de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de l'Académie de Lille et des Hauts-de-France. Écoutez, vraiment, je suis très heureux et surtout très impressionné de l'amphi qui se trouve juste devant moi, du nombre de personnes ici présentes ce samedi matin 18 janvier pour assister à cette très belle journée de travaux qui s'annonce. Et je n'ai aucun doute sur le fait que la promesse qui vous était faite en venant de ces bons travaux soit complètement satisfaite à l'issue de cette journée au travers des différentes interventions des deux conférenciers et puis bien sûr des ateliers qui se dérouleront. Alors tout d'abord, je voudrais vous souhaiter à chacune et à chacun, puisque c'est encore la période, nous sommes le 18 janvier, nous avons jusqu'au 31 janvier pour le faire, vous souhaiter une très bonne année 2020. Une très bonne année 2020 qui, s'agissant de la formation des enseignants, et j'aurai l'occasion d'y revenir dans quelques instants, est évidemment une année importante. Mais en tout cas, indépendamment de cette formation des enseignants, je vous souhaite vraiment à chacune et à chacun une très belle année. Alors, je voudrais, pour démarrer cette courte intervention, vous dire que je suis vraiment ravi d'ouvrir cette nouvelle édition de la journée régionale des mouvements pédagogiques et des associations partenaires de l'école, dans le cadre, comme Madame l'a indiqué, bien évidemment, de l'ensemble des associations et partenaires du collectif, mais aussi tout à fait en lien avec l'Institut national supérieur du professorat et d'éducation, puisque depuis maintenant plusieurs années, cette journée s'inscrit tout à fait dans le cadre des matinales de la recherche que l'INSP organise un certain nombre de samedis matins à l'INSP ou dans d'autres lieux, et qui permettent justement d'investir des questions de recherche et d'investir les questions relatives à la formation des enseignants, éclairées par la recherche et suivant des approches tout à fait multiples et suivant des approches intellectuelles tout à fait variées. Et c'est ce qui fait bien évidemment aussi tout à fait la richesse
de nos métiers, de nos approches et de notre vision partagée du métier d'enseignant et du métier de formateur. Et donc je me réjouis vraiment de cette nouvelle collaboration au cours de cette année 2020 entre l'INSP et le collectif. Collaboration qui est bien établie et encore une fois le succès de cette collaboration se manifeste aussi au travers du nombre de personnes que vous êtes aujourd'hui dans cet amphi ici à l'Université de Lille. Je voudrais, ça a été fait, mais également excuser Sandrine Rousseau qui est vice-présidente de l'Université de Lille en charge de la vie étudiante et qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre au cours de cette matinée pour énoncer les quelques propos introductifs qui étaient prévus. Et non sans l'Université de Lille, je voudrais aussi remercier les services de l'Université de Lille pour leur contribution à cette journée, puisque nous sommes ici sur le site de Pont-de-Bois de l'Université de Lille. Même si, et j'aurai l'occasion d'y revenir dans un instant, l'INSP et l'Université de Lille font désormais partie d'un seul et même établissement, et donc c'est un peu cocasse de remercier de la sorte, mais vous comprendrez dans quelques instants. Je voudrais dire que l'Université de Lille, l'INSP, et puis bien évidemment les collectifs dont il est question aujourd'hui, œuvrent ensemble à la même dynamique pour faire de l'éducation et de l'enseignement supérieur la matrice de développement de notre territoire académique, et je pense que c'est un enjeu qui nous relie aujourd'hui très fortement. Je voudrais également remercier les services de l'INSP qui ont, comme Madame l'a indiqué, collaboré à la bonne organisation de cette journée. Le service recherche est présent dans la salle au travers de la personne de Dorothée Ali-Bonuxel. Et avec les acteurs du collectif, voilà, les deux institutions se sont mises au service du même objectif. Je voudrais, avant de dire quelques mots du contenu même de la journée, vous dire que pour l'INSP, nous sommes dans un contexte tout à fait particulier, alors je ne vais pas en dire beaucoup. Simplement vous dire que depuis la loi pour l'école de la confiance, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation SP, que vous connaissez bien depuis 2013, ont désormais disparu et ont cédé le pas au INSP, Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, et que dans l'Académie de Lille, notre INSP porte le nom d'INSP de l'Académie de Lille Hauts-de-France. Ce qui montre à la fois, bien sûr, l'emprise académique de cette INSP et sa dimension ou sa volonté de porter à l'échelle régionale une voix, une parole, une contribution sur le développement de l'éducation, de la formation et de la recherche en éducation au sein de cette région des Hauts-de-France. Deuxièmement, ce qu'emporte la loi pour cette école de la confiance, c'est aussi une réforme de la formation des enseignants. Alors, vous le savez, cette réforme de la formation des enseignants, elle est l'objet d'un certain nombre de débats, d'un certain nombre de questionnements, d'un certain nombre de réflexions. Ça n'est évidemment pas du tout le lieu ici d'en faire état, simplement pour vous dire voilà, qu'une réforme de la formation initiale des enseignants est en œuvre et qu'une réforme de la formation continue des enseignants est aussi en œuvre. Troisième point, je voulais également vous dire, je faisais tout à l'heure un peu allusion, vous dire que la trajectoire de l'INSP de l'Académie de Lille, au-delà de son changement de nom et de son changement d'identité, est aussi reliée à une trajectoire institutionnelle nouvelle, puisque l'INSP est, depuis le 1er janvier de l'année 2020, désormais partie complètement intégrante de la grande université de Lille, dans laquelle nous nous situons aujourd'hui, ce qui n'est pas non plus neutre sur le plan du développement institutionnel de l'Institut. Et en tant qu'Institut national au sein de l'Université de Lille, dans la région académique Hauts-de-France et plus particulièrement de Lille, je compte bien à ce que nous puissions contribuer à renforcer encore nos liens et nos maillages territoriaux et de formation-recherche sur l'éducation. Alors j'en viens maintenant à la thématique de cette journée, qui, comme Madame l'a indiqué, porte sur la thématique coopération et éducation nouvelle, valeurs, enjeux et actualité des pratiques. Alors, pour les acteurs de l'éducation que vous êtes, cette thématique est évidemment une thématique qui est riche et qui est au cœur de vos préoccupations et au cœur de vos pratiques. Je voudrais dire que, peut-être que je vais prendre la casquette de sociologue, mais que les valeurs dont il est évidemment ici question sont en effet d'abord au cœur de nos pratiques professionnelles. Mais que les valeurs sont aussi des constructions sociologiques, issues de notre socialisation, issues de notre parcours, issues de notre expérience, issues de notre réflexivité. Et que, en cela, l'école, avec un grand E évidemment ici, interroge de facto
les valeurs des enseignants, les valeurs des formateurs d'enseignants, bien sûr aussi, les valeurs des élèves, et plus fondamentalement encore, les valeurs de notre système social. Et qu'une journée telle que celle-ci est évidemment tout à fait stimulante, dès lors que vous allez vous poser la question de vous interroger sur ce qui est ici appelé l'éducation nouvelle, entre guillemets nouvelle évidemment, puisque c'est l'objet d'interrogation aussi, et sur la production de ces valeurs, ou la transformation de ces valeurs, souhaitées, voulues ou espérées, par cette école ou éducation nouvelle. En effet, ces valeurs font aussi référence au socle individuel et au socle commun, dont on peut dire, et je pense que vous serez d'accord avec moi, du moins j'espère, qu'elles se marient assez peu facilement avec la trajectoire du changement. En effet, la modernité, ce qu'on appelle la modernité, est amenée à produire une transformation progressive des valeurs, et l'école, dans le cadre de sa responsabilité, ne peut pas, évidemment, accompagner ce mouvement. Et c'est le sens, me semble-t-il, profond de cette journée, me semble-t-il, qui pose la question: comment l'école accompagne-t-elle la transformation du social, et par extension, comment doit-elle se transformer pour l'accompagner, voire pour produire ce social? Et c'est là où intervient la coopération qui, je pense, vous relie ici, toutes et tous, comme production de solidarité entre les individus partageant, et j'insiste aussi, ne partageant pas les mêmes valeurs. Dès lors, cette interrogation est évidemment, et je pense que c'est un autre enjeu aussi de cette journée, une interrogation qui est plus fondamentalement politique, avec un grand P, évidemment, ici, puisque la solidarité pose la question, peut-elle ou ne peut-elle pas se créer uniquement sur le partage d'un socle commun de valeurs? C'est ce qui me semble être une question forte. Et c'est, me semble-t-il, en tout cas, tout l'enjeu des fractures sociales que nous traversons, à l'école ou même plus largement dans notre démocratie, qui nous amène à réfléchir sur l'intercompréhension, voire sur l'interconnexion sociale, qui, à mon sens, doit pouvoir dépasser le registre de construction des valeurs, sans pour autant, bien sûr, les oublier, puisqu'elles contribuent fondamentalement à construire notre identité. Et au final, ce que j'ai tenté d'essayer de vous montrer dans ces quelques propos liminaires et introductifs, c'est que l'essentiel n'est pas tant de savoir ce sur quoi nous sommes d'accord, ou non, mais si nous partageons au final les mêmes objectifs et la même ambition. Et je pense que nos deux éminents conférenciers de la journée, Philippe Mérieux et Bruno Robe, partagent avec moi, enfin en tout cas je l'espère, Philippe Mérieux qui était là, je vous le demanderai, partagent cette volonté de porter haut notre responsabilité éducative, notre responsabilité sociale, notre responsabilité sociétale, dans les fonctions que nous occupons, que vous occupez chacune et chacun dans vos missions et responsabilités, à l'école, à l'université ou dans d'autres cadres. Et en cela, je crois que fondamentalement et très profondément, nous nous rejoignons toutes et tous. Je ne serai pas plus long ce matin, je vous souhaite à toutes et tous vraiment une très belle journée, de bons travaux, de bons échanges. Je vous remercie. Je vais passer maintenant la parole à M. Molière, inspecteur de l'éducation nationale et président de l'ECCE du Nord. Oui, bonjour. Il y a des moments où il est bien agréable d'avoir cette double casquette. Vous voyez, je suis là pour vous présenter le salut et les excuses de M. Jean-Yves Bessol, d'Azel du département, et de l'adjointe Mme Malan. Ça va, ça passe? Pas du tout. On va essayer. Et si, est-ce que ça va mieux comme ça? C'est important parce qu'on fait un essai, parce que ce qui va être beaucoup plus important que de m'entendre à moi, ça sera d'entendre les intervenants.
Je regarde Stéphanie elle-même là. Merci. Comme ça va mieux. Voilà. Plus bas. Et voilà un bel exemple de ce qu'est la coopération, vous voyez. Voilà. Tout seul, des fois, on n'est pas trop... Mais ensemble, on fait toujours mieux. Voilà. Belle illustration de cette thématique matinale. Disais-je, à vous présenter le salut et les excuses également du directeur académique, M. Jean-Yves Bessol, et son adjointe, Mme Maladre, qui avait déjà d'autres obligations au moment où on les a invités. Vous dire que le plaisir qu'on peut avoir quand on prépare ces journées, là je prends la casquette CCE et CAP, quand on prépare ces journées, de voir ensuite, quand Dominique Torret me disait, allez, on arrive à 200, 300, 400, 500, 520 pour un samedi matin. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit à M. Bessol hier au matin. Et il disait, mais 520 personnes, un samedi, bon, ça veut dire qu'il y a des enjeux et il y a un intérêt. Mais bien sûr qu'il y a un intérêt réel. Et c'est vrai que j'entendais les propos de M. Jakubowski et ça me faisait chaud au cœur parce que, mais évidemment, là, enfin, ceux qui me connaissent m'ont souvent entendu dire que la pédagogie n'est pas un acte neutre. Et qu'effectivement, il n'y a pas de pédagogie neutre, mais que c'est un acte politique. Mais comme vous venez de le dire, monsieur, avec un grand P, politique, non pas politicienne, mais politique vivacité. Évidemment que lorsque, dans une salle de classe, on pratique un enseignement très descendant, très modélisant, très cadrant, avec du classement, où on oublie souvent que pour un élève soit premier, il y en a 24 ou 30 qui ne le sont pas, et qui pourtant ont bien d'autres talents. Voilà. Quand on promeut un fonctionnement de classe où, dans une interrogation, on met son classeur derrière et puis on dit « Madame, qui triche ?» Vous pensez bien que se projette un type de citoyen tout à fait différent que celui qui a rencontré à l'école des éducateurs, enseignants bien sûr, mais enfin, depuis Édouard Herriot, depuis les années 50, nous sommes passés du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts à celui de l'Éducation nationale. Et voilà pourquoi je dis enseignants, mais éducateurs, dans la communauté éducative, où on va faire en sorte que l'on apprend par et pour les autres, ensemble, pas seul contre les autres, où l'on va essayer de considérer chacun à égale dignité dans la classe, et que si tel ou tel élève a une compétence particulière, tel autre viendra la compléter par autre chose, et qu'ensemble on aura un projet. Vous pensez bien qu'on produit une éducation et un citoyen qui n'a rien à voir. Et donc, la première partie de l'intervention ici de nos deux conférenciers, messieurs Merlieu et Robe, le premier de nous rappeler, avec tout le talent et l'art qu'on lui connaît, le sens et les enjeux. Et puis, ensuite, d'avoir le plaisir d'entendre également la réflexion de Bruno Robe, parce que c'est vrai aussi qu'on parle beaucoup de pédagogie coopérative, on n'ose pas trop se lancer, ou comme M. Jourdain, on croit qu'on en fait, et il faut s'en défier. Ça s'apprend. Enseigner, ça s'apprend. Et évidemment, une pratique pédagogique qui promeut les stratégies coopératives, que ce soit par le biais de l'ICEM pédagogie freinée, par tous ces mouvements d'éducation nouvelle, populaire, ou des collègues également éducateurs. Alors, je me lance dans une citation, je ne devrais pas, mais entre les Francas, les CMEA, la Ligue, enfin, tous ceux qui participent, toutes ces actions complémentaires dont l'éducation nationale a bien besoin et qu'elle reconnaît d'ailleurs, puisqu'au niveau du ministère, les conventions pluriannuelles d'objectifs sont menées et reconnaissent l'action des associations complémentaires.
Voilà, je ne veux pas faire plus long, mais l'enjeu, il est là, il est fort, et le plaisir de voir une assemblée importante un samedi, eh bien, ça nous laisse des perspectives, voilà. Là où il y a une volonté, on dit qu'il y a un chemin, et je pense qu'on trouve ce chemin-là ensemble. Merci beaucoup de votre présence à tous. Nous allons donc maintenant poursuivre et démarrer notre journée par la conférence de M. Berrieux. Je propose de nous rejoindre. Merci beaucoup, messieurs. Encore un grand merci pour votre participation. Bien, monsieur Berrieux, je vais vous laisser donc, quand vous êtes prêt, de prendre la parole. Maintenant, je vous écoute et nous vous écoutons. Nous attendons une petite mise au point technique. Ah, alors Anthony, est-ce que... Voilà. Merci Anthony. Oui, on peut l'applaudir, bien sûr. Voilà, c'est ça le charme d'un technicien pro, il suffit qu'il se déplace pour que la machine s'emballe et se mette en bien. À vous, monsieur Berrieux, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment de votre présence ce matin. Elle est revigorante, comme l'ont dit les deux collègues qui viennent de s'exprimer. Moi, pour ma part, je suis particulièrement heureux d'être avec vous à Lille ce matin, heureux d'être dans une ville, dans une université dont je sais le dynamisme en matière éducative, heureux d'être sur un site, celui de l'Académie de Lille, où j'ai de nombreux collègues et amis comme Yves Reter, qui s'excuse de ne pas être des nôtres aujourd'hui, Pierre de Lyon également, Sylvain Henbick bien sûr, et des tas d'autres qui sont des militants pédagogiques et militants pédagogiques avec lesquels j'entretiens depuis de nombreuses années un compagnonnage chaleureux. Heureux aussi de participer à cette rencontre du CAP, rencontre de mouvements pédagogiques qui travaillent ensemble. Je crois à l'importance de cette coopération entre les mouvements pédagogiques qui partagent et construisent, cela nous a été rappelé tout à l'heure, des valeurs communes. Je crois à l'importance du combat pour une réflexion pédagogique qui fasse toujours des éducateurs, des enseignants, non pas des exécutants de prescriptions technocratiques et de procédures standardisées, mais de véritables acteurs capables d'articuler des valeurs, des connaissances scientifiques et des pratiques au quotidien. Je crois que cette réflexion est particulièrement importante aujourd'hui, cette alliance des mouvements pédagogiques est particulièrement importante aujourd'hui, à un moment où un certain nombre de nuages s'accumulent sur le système éducatif français. Je ne peux pas ne pas dire ma tristesse en ces jours devant les menaces du démantèlement de Canopé, qui est heureusement présent ici lors de cette journée, mais dont nous ne connaissons pas l'avenir et qui pourrait bien, dans quelques mois, ne plus être ce réseau à disposition des enseignants au quotidien pour les aider à s'approprier des outils et à avancer dans leur réflexion commune. Je vous invite d'ailleurs à soutenir les collègues de Canopé qui se battent
contre une décision injuste, technocratique et, me semble-t-il, préoccupante pour l'avenir du système éducatif français. Je suis heureux que cette journée s'ouvre sur la thématique de la coopération. Un enjeu majeur, évidemment, un enjeu dont on vous a précisé tout à l'heure les contours et un enjeu dont on m'a demandé de brosser les caractéristiques, et c'est bien ambitieux, civilisationnelles. Alors, comme je suis sans doute le doyen de l'Assemblée, je vais revenir un petit peu en arrière, revenir il y a un siècle. Un siècle, c'était la naissance de ce mouvement de l'éducation nouvelle, 1921, le congrès de Calais, tout près d'ici. 1921, un congrès de Calais qui est d'abord une rencontre d'éducateurs après le choc terrible de la Première Guerre mondiale et de la boucherie de Verdun. 1921, c'est l'espoir. L'espoir de tous ces éducateurs qui sont là, et il y a des gens aussi différents que Neil, le fondateur de Summerhill, que Maria Montessori, qui ne fait encore que de la catéchèse à Turin et à Milan, que Célestin Freinet, que Hélène Parkhurst et d'autres, tout ceux-là qui se retrouvent à Calais sont convaincus que la coopération était à l'époque la voie qui permettrait d'éviter une nouvelle boucherie, la voie du plus jamais ça. Hélas, malgré les efforts de nos collègues de l'éducation nouvelle, malgré tout le travail qu'ils ont mené, nous voyons bien que les menaces subsistent. Les menaces subsistent et la bête immonde que nous pensions avoir terrassée réapparaît un peu partout dans le monde en de multiples et dangereuses métastases de la haine auxquelles nous peinons à faire face et face auxquelles nous semblons parfois impuissants. Nous peinons, nous le voyons bien, à opposer un véritable récit politique mobilisateur à ces montées de la haine, du repli sur soi, de l'égoïsme, de l'individualisme. Et trop souvent, nous nous contentons de bégayer de pathétiques injonctions à un vivre ensemble, parfois réduit à une simple bienveillance réciproque, quand ce n'est pas à l'indifférence réciproque. Alors bien sûr, certains pensent que tout va bien. Malgré Hiroshima, malgré le dérèglement climatique, certains continuent à croire au progrès absolu par la science et au bonheur par la croissance. Mais la mise au jour qui nous arrive quotidiennement par tous les archéologues du futur de notre inconscience collective fait aujourd'hui de notre effondrement prochain le pronostic de toute évidence le moins irréaliste. Apocalypse now ou pour bientôt. Alors oui, nous sommes et nous vivons dans une période tourmentée. Le bruit et la fureur du monde sont là et nous pourrions désespérer, être découragés face à cela. Mais il y a plusieurs manières de regarder la situation. On peut la regarder avec une certaine nostalgie. Nostalgie de l'époque où des identités nationales fortes qu'on permettait de résister à l'individualisme. Nostalgie d'une époque où les grands dogmes religieux étaient encore suffisamment prégnants pour que chacune et chacun se sente contraint dans son comportement individuel de se caler sur les règles collectives. Mais ce temps-là est passé. Comme le dit un très bon analyste de notre temps, l'historien Guillaume Cuchet,
Nous avons vécu en Occident une révolution extraordinaire entre 1960 et 1980, dont nous n'avons pas encore vu clairement les conséquences. Guillaume Cuchet montre que jamais rien ne s'est passé aussi vite dans aucune civilisation. En 1960, 94% de la population était baptisée. 35 à 40% allaient tous les dimanches à la messe. Et au moins 30%, si ce n'est pas 40%, on n'a plus de difficulté à avoir des statistiques, croyaient encore à ce que l'on appelait les fins dernières. Les fins dernières. Fin dernière, c'était la promesse du paradis ou de l'enfer, du paradis si l'on se comportait bien, de l'enfer si l'on se comportait mal. En 1980, les baptisés à l'âge de 7 ans ne sont plus que de 20%. En 2020, ils ne seront probablement plus que de 3%. La pratique religieuse est descendue à 2%. Et ceux qui sont convaincus des fins dernières sont descendus à 0,3%. Alors cela peut nous apparaître assez anecdotique, mais ça n'est pas anecdotique. Ça n'est pas anecdotique parce que cela est le signe que nous avons conquis quelque chose et qu'en même temps nous sommes en demande d'autre chose. Nous avons conquis quelque chose, nous avons conquis notre autonomie. Nous ne sommes plus tributaires d'un récit religieux totalisant ou totalitaire qui nous impose de croire et d'agir selon des dogmes déjà construits qui nous sont proposés, voire imposés. Nous sommes devenus autonomes, nous nous sommes émancipés de ces régimes théocratiques qui constituaient un véritable carcan pour nos civilisations. Mais nous n'avons probablement pas réussi à faire la deuxième moitié du chemin. C'est-à-dire, après nous être émancipés de ce qui nous limitait, de ce qui fonctionnait comme un système d'interdits et d'obligations qui bridait notre liberté, nous n'avons probablement pas encore suffisamment pris la mesure du vide devant lequel cet effondrement nous a mis et de la nécessité absolue de faire autre chose que de rester dans l'individualisme ou dans l'entre-soi. On peut voir dans ce qui nous arrive aujourd'hui, et beaucoup le voient, les signes d'une grave crise de notre démocratie, voire même de la décadence de notre civilisation. Mais est-ce si évident? Et si c'était plutôt le signe que nous n'avons fait qu'une partie du chemin pour accéder à la véritable démocratie? Et si ce que nous vivons aujourd'hui n'était que l'expression, à travers le prisme déformant de la société marchande, de la volonté légitime des individus d'échapper aux forces qui décidaient jadis à leur place de leur destin? Et s'il était possible de dégager les revendications individualistes de la gangue publicitaire et mercantile dans laquelle elles sont empêtrées aujourd'hui, pour que ces revendications-là deviennent des insurrections de la liberté contre toutes les formes d'emprise. Et si, après avoir abattu les traditions archaïques qui condamnaient chacune et chacun à se plier à une destinée à laquelle ils ne pouvaient échapper, et si enfin nous pouvions nous émanciper des marchands du temple qui ont assujetti nos révoltes à leurs intérêts financiers? Et si, en faisant sauter les verticalités arbitraires que des minorités nous ont imposées pour exercer leur pouvoir ou leur cléricature, nous avions dégagé le terrain et rendu possible une alliance des humains pour construire ensemble
le bien commun. Je veux le croire. Je veux le croire car dans le bruit et la fureur du temps, je discerne, nous discernons les signes d'émergence de collectifs coopératifs et démocratiques qui s'efforcent de dépasser la coagulation des intérêts individuels pour penser un avenir en commun. Ils défendent les droits humains, mais aussi, et c'est le même combat, la nature et la planète. Ces collectifs, ces coopératives, ces groupes militants militent contre toutes les formes d'exclusion et pour l'égale dignité de toutes et de tous. Ils expriment parfois leurs revendications de manière brouillonne, d'autres fois en élaborant de savants projets de réforme. Ils construisent un peu partout sur le territoire des espaces de solidarité contre toutes les formes d'égoïsme et d'isolement. Ils prennent des formes multiples et diverses, associations, coopératives, ils s'improvisent parfois sur des ronds-points. Ils sont là pour qui veut bien les voir et ne réduit pas le monde aux faits divers qui font la une du journal télévisé. Et peut-être sont-ils le signe avant-coureur d'une véritable démocratie pour demain, peut-être sont-ils le signe avant-coureur d'un sursaut collectif pour que la coopération se substitue enfin à ces contraintes théocratiques qui nous ont si longtemps mis sous tutelle. Alors bien sûr, c'est pas facile. Je sais, nous savons tous l'ampleur de la tâche à laquelle tous ces collectifs citoyens sont confrontés. Je sais la lourdeur du travail quotidien et je sais la tentation du découragement. Je sais aussi que les échecs successifs érodent les meilleures volontés et qu'il est difficile de persévérer quand l'horizon semble bouché. Je sais également les tâtonnements et les errements, y compris de ces collectifs citoyens. J'ai vu comme vous l'improvisation maladroite, le dogmatisme comme remède à la fragilité. Quand on est trop fragile, on devient dogmatique. La violence, et même quand les conflits s'enquistent et qu'on en oublie le sens de l'engagement commun, au-delà de la violence, l'acharnement réciproque. C'est qu'il n'est pas facile aujourd'hui de ramer à contre-courant. Il n'est pas facile de promouvoir la coopération contre l'individualisme et l'entre-soi. Quand on a connu dans sa vie que des groupes fondés sur l'affection, sur l'identification à un chef ou l'obéissance à des injonctions, quand on n'a jamais engagé avec quiconque dans son histoire un échange où il n'y ait ni gagnant ni perdant, un échange porté par l'exigence collective simplement, quand on n'a jamais été impliqué dans un projet où chacune et chacun était associé à son élaboration et à sa mise en œuvre, quand on n'a jamais eu l'occasion de mesurer à quel point la coopération permettait de s'enrichir et de progresser, alors on ignore la richesse de ce que nous pouvons construire ensemble, et c'est cette richesse que l'éducation doit précisément permettre à nos enfants de découvrir. Oui, je pense que notre monde a vécu des soubresauts terribles et il continue à vivre des soubresauts terribles. Oui, je pense que les grandes institutions autoritaires ont vécu, au moins dans nos pays en Occident. Oui, je pense que l'individualisme est là, qu'il est présent, mais je pense que nous pouvons encore changer de cap et ne pas laisser l'individualisme devenir la règle, se faire la loi. Je pense que le terrain est peut-être dégagé aujourd'hui, grâce aux révoltes et aux combats que nous avons tous menés, pour un nouvel idéal qui pourrait être un nouvel idéal, pas seulement au niveau de l'école, mais au niveau même de la société et peut-être au niveau du monde. Alors voilà ce que je voulais vous dire en introduction, de manière peut-être un peu solennelle. J'avais écrit ce texte qui est rare pour moi,
de manière un peu solennelle pour marquer à la fois ma conviction que des analyses comme celle de Marcel Gauchet ou d'autres sur la montée de l'individualisme social sont des analyses légitimes, justes, mais ma conviction aussi que face à ces analyses, nous pouvons ne pas baisser les bras et nous pouvons considérer que nous avons fait la moitié du chemin pour accéder à une véritable démocratie solidaire, pour mettre en place un monde fondé sur la coopération. Alors à partir de là, je voudrais développer mon propos, évidemment sur un registre beaucoup plus pédagogique. Alors, tout à l'heure, ça marchait, et là on me dit qu'il faut que je... Ah ben ça marche. Ça marche très... Ah, écoutez, non, ça marche pas. Alors, bon, on va se passer de diaporama. Ah, dès qu'il monte sur l'estrade, ça... Alors, comment on passe d'une diapositive à une autre? Habituellement, il suffisait d'appuyer sur un bouton, mais la sophistication de la technologie devient telle que... Bon. Allez, on va se passer de la prothèse technologique et tenter de travailler simplement avec nos propres ressources. Ah, alors maintenant, voilà, mais comment on démarre le diaporama? Oui, ça c'est bien. Et puis après, ah, voilà. Oui, allez-y, allez-y. Allez-y, l'introduction est terminée, on peut passer tout de suite à la première partie, voilà. Merci. Alors voilà le plan que je me propose de développer avec vous. Quelques remarques rapides sur la coopération et son émergence en matière éducative, une affaire pédagogique complexe et non dénuée de malentendus. Ensuite, une deuxième série de remarques rapides sur le fait que la coopération, ça ne va pas de soi. Une troisième série de remarques autour de ce que j'appelle les différents niveaux de coopération. Et puis une quatrième série de remarques autour de la coopération à une échelle plus vaste pour un monde plus solidaire, avant de tenter une ouverture sur une idée peut-être totalement farfelue et totalement à contre-courant aujourd'hui, qui serait celle d'un service public coopératif. Alors, la coopération, une histoire pédagogique complexe et non dénuée d'ambiguïté. Il est assez compliqué pour l'historien de remonter à la source, aux premiers travaux sur la coopération. En réalité, les premiers travaux significatifs sur la coopération émanent des anarchistes et des pédagogues libertaires que sont Robin, Faure et bien sûr Francisco Ferrer en Espagne, le créateur de l'école moderne. Freinet a emprunté l'expression école moderne à Francisco Ferrer. Francisco Ferrer, assassiné injustement d'ailleurs après la semaine sanglante à Barcelone en criant « Vive l'école moderne ». Alors ces trois pédagogues anarchistes, qui d'ailleurs, pour certains d'entre eux, c'est le cas de Sébastien Faure en particulier, avait le soutien de l'école de la République. Sébastien Faure a eu le soutien de Ferdinand Buisson, qui lui a confié l'orphelinat de Sampuy. Ces pédagogues libertaires ont été les premiers à militer pour une première forme de coopération qui nous paraît derrière nous, mais est-ce qu'elle est vraiment derrière nous? Qui était la coopération des sexes. La coéducation, disait-il à l'époque. Vous vous souvenez sans doute qu'au XIXe siècle, l'idée même d'une école mixte était absolument impensable et que les garçons et les filles étaient élevés dans des conditions radicalement différentes. Eh bien, ce sont ces pédagogues libertaires qui, les premiers, ont imaginé qu'on pouvait les faire coopérer.
Et Francisco Ferrer va beaucoup plus loin puisqu'il parle, lui, non seulement de la coéducation et de la coopération des sexes, mais aussi des classes sociales. Et il souligne que cette coopération des classes sociales est absolument indispensable pour une véritable éducation à ce qu'il appelle déjà la démocratie. Cette coopération des classes sociales, eh bien, on va la voir se développer dès la fin de la Première Guerre mondiale, et on va voir émerger les fameuses coopératives scolaires, les premières coopératives scolaires qui sont créées par Benjamin Profit et qui sont, dans la suite de la Première Guerre mondiale, un moyen de mobiliser l'ensemble du quartier, l'ensemble du village, parfois l'ensemble de la ville, pour la reconstruction matérielle, concrète d'abord, de l'école, pour l'acquisition d'outils, l'acquisition de manuels scolaires, l'acquisition de ce qui permettait le quotidien scolaire. Et ces coopératives scolaires vont jouer un rôle absolument essentiel, permettant ainsi de construire au sein d'un espace, d'un même espace, un travail collectif associant à la fois les enseignants, les parents, les élèves, mais aussi l'ensemble des habitants d'un secteur. Cette marche vers la coopération va se développer à travers, bien sûr, l'aspiration vers l'école unique. Alors là encore, c'est dès la fin de la Première Guerre mondiale que cette aspiration vers l'école unique va se manifester. On la trouve en particulier chez les compagnons de l'éducation nouvelle, les compagnons de l'éducation nouvelle qui vont créer un mouvement, l'université nouvelle, dont le mot d'ordre était « il faut que les fils et les filles de ceux qui ont souffert ensemble dans les mêmes tranchées apprennent ensemble sur les bancs de la même école ». Les compagnons de l'université nouvelle vont se battre, et vont se battre pendant l'entre-deux-guerres de manière acharnée pour faire supprimer quelque chose dont beaucoup ont oublié que cela existait, qui étaient les petits lycées. Les petits lycées, vous savez, c'était ces écoles primaires publiques, payantes, qui subsistaient à côté de la communale, que Jules Ferry avait laissé subsister à côté de la communale, qui étaient intégrées dans le lycée, qui préparaient jusqu'à la classe de 7e, et qui permettait d'accéder directement à l'enseignement secondaire, ce que ne permettait que très rarement l'école communale. On oublie que c'est le Front populaire qui a supprimé ces classes et que ce n'est que très progressivement que l'on a intégré l'école communale et les petits lycées et l'école primaire qui subsistaient, payées et publiques au service de la bourgeoisie. Cette longue marche vers l'école unique va se développer, bien sûr, tout au long de l'entre-deux-guerres et au-delà, pour aboutir, et aboutir avec difficulté, vous le savez, au projet du collège unique en 1975, le projet qui a été porté par René Haby. On pourra discuter de ce projet, il est évidemment très discutable, mais il est à bien des égards l'aboutissement de tout un mouvement qui fait de la mixité sociale un des vecteurs de l'école émancipatrice. Alors l'éducation nouvelle par rapport à cela, elle s'est positionnée de manière contradictoire. D'abord, au sein de l'éducation nouvelle, il y a plusieurs modèles de la coopération. Je ne vais pas ici être trop détaillé, vous verrez cela, c'est écrit dans de nombreux ouvrages, mais globalement, il y a une coopération qui est proposée par ceux qui, dans la mouvance d'Adolphe Ferrière, pensent que l'école doit préparer à une société libérale, et une coopération qui est proposée par ceux qui, dans la mouvance de Célestin Freinet par exemple, croient que l'école doit préparer à une société solidaire, voire une société socialiste. Alors quand Adolphe Ferrière, qui est pourtant le président de la Ligue internationale de l'éducation nouvelle, publie son livre sur les communautés d'enfants, il explique qu'il faut faire coopérer les enfants, mais pas dans n'importe quel objectif. Il dit très précisément que la liberté offerte par la coopération
permet de faire émerger plus rapidement les futurs chefs. Voilà. Il dit très clairement, mettons en place des activités collectives qui feront que chacun va trouver sa place, et il reprend le slogan anglo-saxon « The right man at the right place », l'homme qu'il faut à la place juste, et il dit pour que chacun trouve sa place dans la société, il faut d'abord qu'en tant qu'enfant, il trouve sa place dans un groupe, chacun trouvera donc sa place, que cette place soit celle de dirigeant, d'exécutant, voire de chômeur, peu importe, il le trouvera dès l'école, et grâce à l'école, il occupera cette place correctement dans la société qui l'attend. Cette conception-là existe dans l'éducation nouvelle, et il ne faut pas oublier qu'elle est portée par une grande partie du courant de l'éducation nouvelle. Elle est portée par tout le courant qui va créer des écoles dites alternatives, et en particulier par Eugène de Molins, qui créera la première école nouvelle en France, qui est l'école des Roches. De Molins qui, quelques années plus tôt, a écrit un ouvrage qui s'appelle « À quoi tient la supériorité des anglo-saxons », ouvrage dans lequel il démontre qu'une civilisation ne peut se développer que par la concurrence entre les individus, et que cette concurrence est annihilée par le fonctionnement technocratique des classes qui met tous les élèves à égalité, alors qu'il faudrait leur proposer des activités communes pour faire émerger plus vite ceux qui peuvent commander les autres. Ça existe dans l'éducation nouvelle. Comme existe à côté de ce courant, le courant qui va être très largement dominé par Célestin Freinet, qui fait de la coopération, non pas du tout l'anticipation d'une société libérale concurrentielle, mais l'anticipation d'une société solidaire, coopérative et peut-être même socialiste, voire communiste. Freinet a participé, vous le savez, pendant un certain temps, à l'action du Parti communiste français. Freinet, lui, considère, et il l'a toujours dit, que l'objectif de sa pédagogie, c'est la construction de l'école du peuple. L'école du peuple. L'école du peuple, c'est-à-dire une école pour tous. Une école où on rebat complètement les cartes. Une école qui lutte systématiquement contre toutes les formes de fatalisme. Une école qui donne à chacun et à chacune, non pas la possibilité de trouver une place qui serait prédéfinie et prédéterminée, mais une place dans une société solidaire qu'il choisira librement et qui lui permettra d'exister dans une relation de coopération avec tous. C'est pas inintéressant de repérer cette contradiction au sein du mouvement de l'éducation nouvelle, parce que cela titille un petit peu notre conscience et nous permet d'entendre que derrière un même mot, derrière un slogan parfois, il peut y avoir des présupposés idéologiques radicalement différents. Derrière le mot coopération, on peut voir se profiler une société ultralibérale comme une société plus solidaire, et il faut creuser. Il ne faut pas se contenter d'afficher les élèves doivent coopérer, mais il faut se demander pourquoi et comment. De la même manière, au sein de l'éducation nouvelle, on a une tension très forte entre ceux qui estiment qu'il faut tout de suite construire l'école parfaite et ceux qui estiment qu'il faut militer, quitte à être dans une plus grande lenteur, pour accéder progressivement à une école du peuple ouverte à tous. C'est un débat qui va occuper la quasi-totalité des congrès de la Ligue internationale de l'éducation nouvelle. Dès le congrès de Locarno, Ferrière fait visiter à ceux qui arrivent des pays du Sud, en particulier du Portugal, mais aussi ça commence à arriver depuis l'Afrique, depuis l'Amérique latine, fait visiter quelques-uns de ces nids douillets, financés par des mécènes, où l'on pratique une pédagogie quasiment parfaite aux yeux de Ferrière. Et ces gens des pays du Sud, les Portugais en particulier, la délégation portugaise en particulier, s'élèvent contre les propos de Ferrière en disant « mais nous ne voulons pas de ces petits entre-soi payés par des mécènes ou financés par les familles qui permettent à quelques privilégiés de bénéficier de méthodes certes parfaites, mais de méthodes qui restent dans l'entre-soi. » Il y a là une tension très forte, et c'est une tension qui est toujours là aujourd'hui, y compris parmi les militants de l'éducation nouvelle.
et une tension qui est difficile à dépasser. On comprend bien en effet que des enseignants, des parents, des cadres éducatifs, face à l'immobilisme de l'institution scolaire, se disent à un moment, ça suffit. Ça suffit, une pédagogie coopérative, on ne peut pas la pratiquer dans l'institution scolaire normale. Il y a une hiérarchie, des instructions, une multitude d'organisations systématiques de surveillance qui nous empêchent de faire ce qu'on veut. Créons notre école où la pédagogie parfaite pourra enfin être mise à l'œuvre. On comprend, et on comprend en même temps, bien sûr, que quand on fait cela, on prive l'école publique de l'apport de ceux qui sont allés se réfugier entre soi, et on se pose la question de savoir si cette école publique ne risque pas d'être condamnée à patauger dans son immobilisme pendant que d'autres bénéficieraient, grâce à l'investissement de quelques militants marginaux, d'une pédagogie totalement rénovée et absolument parfaite. Il y a là une tension sur laquelle se battent tous les militants de l'éducation nouvelle dans l'entre-deux-guerres, et une tension dont vous voyez bien qu'elle est loin d'être dépassée aujourd'hui. Nous la voyons encore aujourd'hui extrêmement présente, et c'est une tension face à laquelle moi-même je n'ai pas de solution. Je comprends les collègues qui disent « oui, ça suffit, on va créer notre école parce que là, il faut faire quelque chose de différent, il faut pouvoir, avec des gens convaincus, créer une véritable alternative à l'école traditionnelle. » Je le comprends parfaitement. Comme je comprends ceux qui disent « non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous réfugier entre vous, vous ne pouvez pas priver l'éducation nationale de votre compétence, vous ne pouvez pas abandonner la majorité des élèves à une technocratie médiocre, pendant que vous, eh bien, vous participeriez de quelque chose de tout à fait exceptionnel. » Alors oui, cette tension est toujours là. Et cette tension interroge la question de la coopération. Est-ce qu'on va faire coopérer nos élèves entre eux, dans l'entre-soi, ou est-ce que la coopération va déborder cet entre-soi? Est-ce que la coopération, nous l'envisageons ouverte, dans une sorte d'ouverture galopante vers toujours plus d'altérité? C'est une question qui reste extrêmement présente et sur laquelle je pense que le débat n'est évidemment pas clos. C'est une question qui nous plonge au cœur de débats militants que nous avons encore et que nous aurons encore sans doute pendant quelque temps. Deuxième série de remarques très rapides. La coopération, c'est pas dénué d'ambiguïté, c'est une source de tension et de contradiction. Deuxième série de remarques, la coopération, ça ne va pas de soi. Alors, je vais rappeler ici très vite, la coopération fut pour moi le premier objet de travail scientifique quand j'ai commencé à m'investir dans l'université. Dans les années 1980, donc je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, évidemment, ne peuvent pas connaître. Dans les années 1980, quand j'ai préparé ce qu'on appelait à l'époque une thèse d'État, je m'étais donné comme objectif d'observer et de voir comment fonctionnait tout ce que les enseignants de l'époque n'appelaient pas toujours de la coopération. J'ai voulu étendre un peu tout ce qu'ils appelaient le travail de groupe. Et j'ai observé des centaines, voire des milliers de travaux de groupes d'élèves, c'est-à-dire des classes où on mettait les élèves ensemble en leur disant « faites un panneau, rédigez une nouvelle, résolvez un problème de maths, faites un projet, créez un herbier, montez une pièce de théâtre », enfin, tous ces travaux de groupe dans leur multiplicité. Et j'ai observé, et bon, certains d'entre vous m'ont déjà sans doute entendu dire cela, j'ai observé que la coopération n'était que très rarement au rendez-vous, très rarement au rendez-vous. Ce qui se passait dans la plupart des cas, c'était une division du travail. C'est-à-dire que très vite, le travail était, conformément aux vœux de Ferrière, divisé entre concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs. Les concepteurs conçoivent, les exécutants exécutent, les chômeurs ne font rien et on essaye de refiler les gêneurs au groupe d'à côté. Un peu plus tard, 3 ans plus tard, j'ai fait la même étude sur des groupes de travail, non plus d'élèves, mais d'adultes, et pas de n'importe quels adultes, d'adultes d'un syndicat français qui faisait de la coopération et de l'autogestion son maître mot. Et qu'est-ce que j'ai pu observer?
eh bien que c'était la même chose. C'est-à-dire que dès qu'on mettait quelques adultes avec un projet à faire en commun, il y avait toujours quelqu'un qui savait ce qu'il fallait faire, qui distribuait le travail aux exécutants qui faisaient les petites mains, pendant que d'autres ne faisaient rien, et que d'autres essayaient de pirater ou d'empêcher le travail et qu'on tentait de s'en débarrasser. C'est ce que j'ai appelé dans mes travaux la dérive productive du travail de groupe ou de la coopération, c'est-à-dire cette évolution du travail de groupe sur le modèle de l'usine, sur le modèle du taylorisme, sur le modèle de la division du travail, qui non pas comble les écarts, mais creuse les écarts, qui non pas favorise les apprentissages, mais permet simplement à quelques-uns de se perfectionner dans ce qu'ils savent déjà faire. Moi-même, jeune enseignant, je ne suis pas sûr de ne pas être tombé dans ce travers. Je montais des pièces de théâtre avec mes élèves, et bien sûr, comme j'étais en plus minoritaire dans mon établissement, que je faisais un peu d'agite-propre pédagogique, je voulais que la pièce de théâtre soit réussie, pour que les parents viennent applaudir et valident en quelque sorte ma pédagogie. Et pour que la pièce de théâtre soit réussie, eh bien je ne donnais pas le premier rôle au bègue, évidemment. Hein? Je faisais un choix parmi les élèves et je donnais le premier rôle aux élèves qui étaient les premiers rôles les plus capables de les porter. Et puis, ceux qui ne savaient pas bien parler, les timides, ben, je leur demandais de peindre les décors et dans certains cas même de simplement brancher les prises de courant. Hein? Et donc j'étais très content le soir de la représentation parce que les parents applaudissaient et disaient voilà une bonne pédagogie. Ils allaient voir le directeur pour dire ah ouais, la pédagogie que fait Mérieux c'est vraiment bien, parce qu'ils trouvaient que la pièce de théâtre était très réussie. Mais en réalité j'ai été très culpabilisé parce que pour imposer une forme de pédagogie que je voulais, je mettais en place des fonctionnements groupaux qui étaient à l'inverse de l'idéal pour lequel je militais. Et ça, je l'ai découvert progressivement, je l'ai perçu, comme j'ai perçu qu'il y avait une manière pour les groupes qui se divisaient ainsi de se réconcilier à un moment donné. Cette manière de se réconcilier, c'est de s'identifier dans le produit. C'est-à-dire que l'élève qui n'a pas fabriqué la maquette ou qui n'a pas participé à la pièce de théâtre, on le remercie. On le remercie parce qu'on lui dit c'est grâce à ton abstention dans la fabrication que tu peux t'identifier dans le résultat. Grâce au fait que tu n'as rien fait, le résultat est bon. Si tu avais fait quelque chose, le résultat serait mauvais. Si tu avais fait quelque chose, nous n'aurions pas les applaudissements des parents et les félicitations des collègues. Donc merci, bravo de n'avoir rien fait. Et on te félicite. Et j'ai observé, et avec l'aide de psychanalystes, en particulier d'un psychanalyste lyonnais très important pour moi qui a été René Caès, j'ai observé comment les exclus étaient en quelque sorte fantasmatiquement réincorporés dans ce que Caès a appelé le mythe de la baleine, c'est-à-dire revenez au sein de la baleine, du ventre de la mer, et trouver une satisfaction dans le fait de s'être abstenu d'agir et de ne rien avoir appris par l'identification dans le narcissisme collectif. Alors vous voyez, nous ne sommes pas vraiment dans un idéal de la coopération. C'est ce que j'ai appelé dans mes premiers travaux, cette alternance, cette oscillation entre la dérive productive et la dérive fusionnelle dans le travail de groupe. Alors ce n'est que progressivement que j'ai compris un certain nombre de choses sur la coopération. D'abord en revenant aux travaux d'un psychosociologue qui m'a beaucoup aidé, qui est flamand, autour de ce qu'il appelle le groupe homogène. Flamand a étudié toutes les formes de groupes et il a identifié des groupes dans lesquels il y avait des embryons de coopération parce que la relation était entièrement homogène et que chacun était en relation avec tous et tous avec chacun. Et cette approche du groupe homogène tel que Flamand la décrivait m'a aidé à comprendre qu'est-ce qui pouvait structurer la coopération. Et puis bien sûr, je me suis intéressé aux apports de la psychologie cognitive, à ce que Jean Piaget appelle le conflit socio-cognitif. Je me suis intéressé, il commençait à peine à être connu en français, aux travaux de Vygotsky, sur le passage de l'interpersonnel à l'intrapersonnel. Hein, nous sommes dans une relation interpersonnelle, je vous parle. Mais quand je vous parle, vous n'êtes pas obligé d'écouter ce que je dis, encore moins de l'entendre, et encore moins de travailler avec.
Si vous voulez progresser avec ce que je vous dis, comme si vous voulez progresser avec ce que vous dit votre camarade, votre voisin, il faut que vous intériorisez en quelque sorte ce qui est interpersonnel pour en faire un débat intrapersonnel. C'est-à-dire il faut que la parole de l'autre travaille en vous avec ce que vous pensez déjà et vous fasse avancer, vous fasse évoluer. Ce passage de l'interpersonnel à l'intrapersonnel qui chez Vygotsky s'exprime à travers une procédure d'étayage et de désétayage, étayage par le collectif, désétayage du collectif et intériorisation par le sujet de la démarche, m'a beaucoup appris sur ce qui pouvait constituer un des moteurs de la coopération. Et j'ai été amené petit à petit à définir, alors ce n'est pas une définition canonique, hein, c'est ma définition, celle à laquelle je suis arrivé après les travaux que je vous ai décrits, à définir la coopération pédagogique comme l'apport, comme une situation dans laquelle l'apport de chacun est indispensable à la réussite de tous et où la réussite de tous permet le progrès de chacun. C'est-à-dire, c'est la définition que j'ai trouvée la moins difficile à s'approprier et qui pose les exigences que je considérais à l'issue de mon propre travail, de ma propre évolution, comme étant les exigences fondatrices d'une vraie coopération. L'apport de chacun est indispensable à la réussite de tous, et la réussite de tous permet le progrès de chacun. Donc solidarité complète entre le progrès de chacun et la réussite de tous. Et je me suis mis en quête, à partir de là, des différentes modalités possibles qui permettaient de réaliser cet objectif de coopération. C'est ce qui m'a amené, c'est le troisième temps de ce petit exposé, à distinguer un certain nombre de niveaux de coopération. Alors, de niveaux de coopération, ce que je vais vous dire n'est absolument pas exhaustif. J'ai distingué, au fur et à mesure de mon travail, 8 niveaux de coopération, qui pourraient être 10 ou 7, enfin tout ça est évidemment discutable, ce sont des outils que je vous livre et qui peuvent vous aider, mais qui ne sont absolument pas paroles d'évangile. Le premier niveau de coopération dont j'ai perçu l'impératif dans mon travail, c'est celui de l'entraide et des échanges de savoir. Alors, en réalité, c'est un niveau que j'ai commencé d'abord par comprendre pour moi. Vous savez, Henri Vallon disait « L'intelligence, c'est la socialité intériorisée ». L'intelligence, c'est la socialité intériorisée. Et ça, je l'avais compris assez tôt. Je pense que tout enseignant le sait, cela. Quand il parle devant une classe, il sait qu'il sera d'autant plus efficace qu'il anticipe l'objection de l'élève lui-même, qu'il est capable de comprendre que l'élève, à ce moment-là, il bute sur un mot, il a besoin d'un exemple. Et plus j'intègre ces réactions possibles de l'autre face à mon propre discours, plus mon discours est pertinent par rapport à l'autre. Hein? Cette expérience-là, tout enseignant l'a fait. Et tout enseignant découvre que c'est ainsi que l'on explore son propre savoir, qu'on l'explore en l'exposant. Parce qu'en l'exposant, pendant qu'on anticipe la réaction de l'autre, l'exploration de son propre savoir permet d'aller beaucoup plus loin, d'être plus précis, plus juste, plus rigoureux, plus proche de la vérité. Il y a là quelque chose d'absolument fondamental à mes yeux, et je me suis dit très tôt, quand j'étais jeune instituteur, cette expérience de l'enseignement, qui fait que, quand j'explique l'accord du participe passé avec le verbe avoir, c'est parce que je comprends qu'ils ne comprennent pas, que moi-même je vais comprendre la règle, et que je la comprendrai de mieux en mieux, cette expérience-là, il faut que mes élèves la fassent eux aussi. Il faut que mes élèves la fassent eux aussi, il faut que mes élèves soient mis dans la position d'expliquer à d'autres pour, à partir de l'interlocution que représentent les autres, explorer leur propre savoir. Il faut qu'ils éprouvent et qu'ils mettent en œuvre ce que Piaget appelait la décentration. Ça a été la première étape. Je dois dire qu'à ce moment-là, j'ai été très stimulé dans mon travail par la rencontre de Claire et Marc Hébert-Suffren,
par la rencontre de ses collègues qui avaient mis en place les réseaux d'échange réciproques de savoir, par la rencontre de tous ceux qui pratiquaient déjà dans les classes les marchés de connaissances, et que cela m'a beaucoup appris. Je suis allé voir dans les classes comment ça se passait et j'ai vu des élèves expliquer à d'autres. Et j'ai vu qu'en expliquant à d'autres, non seulement ils faisaient progresser les autres parce qu'ils proposaient un discours alternatif à celui du maître, mais qu'ils progressaient eux de manière significative et qu'ils faisaient ainsi l'expérience de cette décentration. Et on est parfaitement dans la définition que je vous disais tout à l'heure. Il y a coopération parce que la réussite des deux profite à chacun et que la réussite de chacun profite aux deux. Nous sommes parfaitement dans la coopération. C'est le premier niveau, et c'est un premier niveau dont je pense qu'il est insuffisamment exploré par la majorité des enseignants et des formateurs. C'est-à-dire que tout ce qui relève de l'entraide et de l'échange de savoir devrait être carrément structurant, consubstantiel. On échange en permanence nos savoirs, d'autant plus que cela nous permet de nous reconnaître réciproquement comme capables de savoir quelque chose et de l'expliquer à d'autres, et de nous reconnaître en tant qu'ignorants même, comme capables de faire progresser l'autre dans ce qu'il sait déjà. Et j'aimerais bien que dans les SP, les INSP aujourd'hui, eh bien, l'échange de savoir soit systématique, y compris entre les collègues qui préparent le CAPES de lettres et ceux qui préparent le CAPES de maths. Parce que, en échangeant des savoirs, en allant expliquer des maths à des gens qui préparent le CAPES de lettres, eh bien, on comprend d'autant mieux les difficultés d'apprentissage qu'il peut y avoir quand on est professeur de maths. Alors voilà, j'ai pratiqué ce premier niveau de coopération et je pense qu'il est encore très largement un terrain à défricher. Tous les travaux dont nous disposons montrent que, effectivement, c'est un outil considérable pour faire avancer les élèves et qu'à ce titre, nous pouvons le mettre en œuvre beaucoup plus systématiquement que nous le faisons. Deuxième niveau, c'est ce que j'ai appelé l'appropriation par l'interrogation. Alors ça, je l'ai fait très vite dans ma propre histoire à travers la révision des contrôles. Quand j'étais instituteur, on disait instituteur à l'époque et pas professeur des écoles, je procédais tous les mois, c'était un rituel, à un contrôle. Et pour réviser le contrôle, comment je faisais, que ce soit n'importe quelle matière, eh bien, nous mettions sur la table, au centre, la totalité des exercices, des leçons, les ouvrages, les cahiers, portant sur les objets qui faisaient l'objet du contrôle. Et je procédais alors à une sorte de concours. Je demandais à mes élèves de chercher les exercices d'évaluation les plus difficiles possibles sur les objets qu'ils avaient à réviser. Alors je disais cela d'une manière tout à fait imagée, je leur disais, vous allez vous mettre à la place d'un instituteur sadique. Alors j'ajoutais qu'un instituteur sadique n'existe pas, évidemment, c'est une pure fiction, mais j'ajoutais c'est une fiction utile. Mettez-vous dans la tête d'un instituteur sadique et demandez-vous ensemble. Et là, il y avait une sacrée coopération qui se mettait en route. Demandez-vous ensemble, qu'est-ce que vous poseriez comme question aux élèves les plus difficiles possibles pour les faire trébucher sur les savoirs que vous avez actuellement à réviser. Et bien sûr, vous l'imaginez, il se lançait dans une espèce de surenchère d'exercice d'évaluation à l'issue duquel je n'avais même pas besoin de leur faire lire la fable du laboureur et ses enfants. Ils avaient parfaitement compris que c'était en imaginant les évaluations qu'on allait leur demander sur ce qu'ils avaient déjà appris, qu'ils avaient révisé et qu'ils avaient compris qu'ils s'étaient appropriés ces savoirs d'une manière extrêmement efficace. Alors, j'ai systématisé cela beaucoup dans mes pratiques, y compris à l'université, en demandant, et ça a été un des enjeux importants, systématiquement aux élèves d'abord inventer leurs propres évaluations. Et je pense que ce serait quelque chose d'extrêmement positif si on le pratiquait plus régulièrement, et puis de s'évaluer réciproquement.
troisième forme, je vais très vite parce que le temps passe, le questionnement par la confrontation. C'est ce sur quoi insiste aujourd'hui dans ses travaux notre collègue Sylvain Connac, quand il montre que la coopération est extrêmement efficace dès lors qu'on met un certain nombre d'élèves devant un problème, une question. Alors ça peut être un problème ouvert de mathématiques, ça peut être une interrogation sur un texte littéraire, ça peut être une énigme scientifique, ça peut être peu importe. Et dès lors qu'on leur demande de débattre de la solution de ce problème. Alors, la thèse de Sylvain Connac, qui l'a développée récemment, c'est qu'il est très rare que les élèves trouvent la solution. Mais en revanche, cette confrontation permet de dégager le terrain. C'est-à-dire qu'elle permet d'offrir la possibilité ensuite d'accéder à une explication plus facilement. Et Sylvain s'appuie sur l'épistémologie popérienne, qui, me semble-t-il, est particulièrement adaptée à cette situation. Vous savez, Karl Popper est un épistémologue qui explique que la science ne progresse pas par induction, c'est-à-dire en remontant des faits jusqu'aux lois, mais par hypothèses absurdes falsifiées par ceux qui ne sont pas d'accord avec. C'est-à-dire, il montre qu'au fond, la science procède par questionnement, on se demande pourquoi tel phénomène a lieu, et puis il y en a qui donnent telle explication, d'autres telle autre, mais ce qui fait réellement progresser, c'est moins l'invention de l'explication que le travail pour démolir l'explication de l'autre. Et pour invalider, falsifier l'explication de l'autre. Et il me semble qu'il y a dans ces groupes de confrontation, tels qu'on les voit émerger ici ou là, quelque chose qui relève vraiment de la coopération, dans la mesure où cela renvoie à cette épistémologie popérienne d'exigence réciproque de l'un par rapport à l'autre. J'entends ce que tu dis, mais je vais chercher à le déconstruire parce que j'ai une autre explication à te proposer. Et là, d'une certaine façon, on fait accéder chaque élève à la démarche scientifique par excellence, telle que Popper a pu, par exemple, la formaliser. Alors, l'amélioration par la correction, je l'ai pratiquée, bien sûr, je m'inspirais beaucoup là des techniques freinées. Chaque fois que, dans ma classe d'instituteur, un élève avait construit un texte libre d'une manière qui lui paraissait intéressante, que la démarche avait été validée, eh bien, l'élève venait au tableau. Le texte était écrit au tableau, et là, toute la classe travaillait avec l'élève. Mais ce à quoi j'ai toujours été très attentif, et j'étais heureux d'entendre il y a peu de temps Marcel me revenir sur ce point-là, c'est que les suggestions du groupe par rapport à ce qu'avait écrit l'élève restaient toujours tributaires de l'accord de l'élève en question. C'est ça qui est très important. C'est ça qui est très important, c'est-à-dire que l'élève écrivait un texte, un petit texte de 3 lignes, ou 5 lignes, ou 10 lignes, et puis, une fois que le texte était un petit peu peaufiné, qu'on avait commencé une première mise au point, comme on dit dans la pédagogie freinée, eh bien, toute la classe pouvait suggérer de remplacer un mot par tel autre, d'enlever telle virgule, là de mettre un pronom, parce que la question de la pronominalisation est une question absolument essentielle dans la construction de la langue. L'enfant doit passer à j'ai acheté des fleurs, les fleurs coûtaient 10 €, j'ai acheté des fleurs qui coûtaient 10 €. Pronominaliser, c'est passer à l'abstraction, c'est un phénomène absolument essentiel dans la construction et la maîtrise de la langue. Alors je demandais aux élèves de faire des propositions, mais l'élève qui avait écrit le texte restait le propriétaire du texte. Et il restait celui qui arbitrait parmi les propositions qui émanaient de la salle, qui émanaient des collègues. Et là, on a vraiment coopération, parce que tout le monde participe à l'élaboration, mais c'est celui qui a fait le texte qui en reste l'auteur et qui perçoit si oui ou non les suggestions qui lui sont faites vont dans le sens d'une amélioration du texte, de ce qu'il a voulu dire, ou bien si ces choses-là vont dans le sens inverse et dévoient ou contredisent sa propre pensée. Alors oui, j'ai beaucoup pratiqué cela, et je pense que ce type de pratique est une pratique authentiquement coopérative, très fortement coopérative. Et puis,
à un moment, et je me demande comment j'avais pu rater ça, j'ai découvert des travaux qui avaient eu lieu aux États-Unis et qui avaient été menés par un psychologue social qui s'appelait Elliot Aronson autour de ce qu'il a appelé la classe puzzle. Alors, Aronson était un spécialiste des questions de discrimination raciale. Et au moment où aux États-Unis, on a supprimé la discrimination dans les écoles, Aronson a fait des travaux pour essayer de voir quelles étaient les pratiques qui contribuaient à faire reculer les stéréotypes liés aux races et les pratiques qui contribuaient au contraire à accentuer ces stéréotypes. Il a montré très précisément que les pratiques qu'on pourrait appeler traditionnelles, non coopératives, étaient des pratiques qui accentuaient les stéréotypes et qui ne permettaient pas d'introduire réellement une véritable coopération au service de ceux que l'on prétendait intégrer. Et il a imaginé une formule. Alors, j'étais sidéré en le découvrant, parce que cette formule, moi j'y avais abouti aussi par d'autres voies, qu'il appelle la classe puzzle, Jigsaw Classroom, excusez-moi, mon anglais est extrêmement mauvais, qui est une formule très simple, et qu'il a mis en œuvre sur la totalité des cursus de la maternelle à l'université. Alors la formule de la classe puzzle, c'est une formule qui consiste à dire on va traiter un chapitre de connaissances données et on va systématiquement le découper en 6 parties. On va demander aux élèves d'étudier par groupe une des 6 parties simplement. Et on va, dans la deuxième moitié du cours, mettre ensemble 6 élèves qui ont chacun étudié une des parties. C'est-à-dire qui sera devenu expert dans une des 6 parties qui aura été étudiée. Alors, il a mis en place cela, il a fait évoluer son dispositif selon qu'on était en maternelle ou qu'on était à l'université, et il a fait évaluer son dispositif. Et là, on dispose d'évaluations extrêmement nombreuses, avec des protocoles à l'américaine extrêmement solides, échantillons, etc., et tout ce qu'on veut, qui montrent le caractère extraordinairement positif de ce type de pratique, qui montrent le recul des stéréotypes liés aux races et qui montrent les progrès scolaires fantastiques qui sont faits par les élèves les plus en difficulté, mais aussi par les bons élèves, c'est-à-dire que ça profite à l'ensemble des élèves. Alors évidemment, c'est un peu compliqué de systématiser cela, ça peut paraître artificiel. Comment on fait pour découper en 6 parties tout contenu de connaissances, ou en 5 ou en 4, peu importe, à faire étudier une des parties différentes par chacun, puis à les mettre systématiquement en groupe. Mais moi, de mon côté, j'étais arrivé à peu près au même résultat. Par exemple, j'avais utilisé, quand j'ai commencé après ma carrière d'institut, quand j'ai commencé à être professeur de lettres en collège, j'avais utilisé le puzzle de texte systématiquement. Le puzzle de texte, c'est très simple, hein, on prend un texte, alors ça peut être un poème de Verlaine, ou ça peut être un texte de Hegel à l'université, peu importe, hein. Je le découpais en phrases, voilà. Je donnais 4 phrases à un groupe, à chaque élève d'un groupe de 4 ou 5. Et je mettais la première phrase sur la table. Voilà. Et puis j'organisais un système de tours de parole. Chaque élève à son tour devait choisir, soit il met sa phrase à la suite, il a une phrase qui fait suite, soit il passe son tour, soit il réorganise ce qui est déjà sur la table. Et il peut faire un des 3. Et chaque élève a donc une partie de la solution, et le groupe ne peut trouver la solution totale que parce que chaque élève participe à la construction du total. C'est-à-dire que la participation de chacun est requise à l'élaboration de la réussite de tous. Alors, j'ai fait ça un peu partout, je l'ai fait à l'université aussi sur des textes difficiles, et c'est chaque fois un exercice extrêmement stimulant pour l'intelligence de chacun et pour la réussite de tous. Et c'est un outil de coopération dans lequel il y a effectivement, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, à la fois le conflit socio-cognitif et le passage de l'interpersonnel à l'intrapersonnel. C'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien,
Quelque chose que j'ai mis en place, par exemple, en maternelle, je me souviens en maternelle d'un exercice coopératif autour de la construction d'un zoo. On donne à chaque élève l'identité d'un animal. Et dans la petite BCD, on met des fiches avec pour chaque animal où il habite, ce qu'il mange, etc. Et puis ensuite, on vide la classe, on enlève les chaises et les tables, on met des scotch de toutes les couleurs, et on dit maintenant, on va organiser le zoo. C'est-à-dire, il faut que les animaux, ils ne se mangent pas entre eux, par exemple. Il faut que tous ceux qui vivent dans les pays froids soient ensemble, tous ceux qui vivent dans les pays chauds soient ensemble. Et puis, il y a plusieurs critères. Et je me souviens, nous avions passé plus d'une semaine, 10 jours avec une classe maternelle, à organiser un zoo à partir simplement de cet exercice qui consistait à donner à chaque élève l'identité d'un animal et à leur demander de s'organiser pour que le zoo soit à peu près construit. Un autre exemple que nous avions fait et que j'ai beaucoup apprécié avec un collègue historien, avec une classe de 3e, reconstitution du procès de Louis XVI. Reconstitution du procès de Louis XVI, comment fait-on? 24 élèves dans la classe, on donne à chaque élève l'identité d'un des acteurs du procès de Louis XVI. Voilà. Il y en a largement plus de 24. Donc on a le choix. Et puis on les envoie chercher et travailler. Il a dit quoi Saint-Just? Il a dit quoi Robespierre? Il a dit quoi Danton? Il a dit quoi ceci? Il a dit quoi cela? Et chaque élève travaille. Il cherche dans toutes les documentations possibles qui est son personnage. Et puis on reconstitue le procès de Louis XVI. Et on le reconstitue en mettant un certain nombre d'étapes dans la reconstitution qui correspondent aux différentes journées du procès de Louis XVI. On le reconstitue et on voit ce qui se passe. Alors c'est très intéressant parce que on voit si oui ou non la réalité de ce que les élèves vont reconstituer renvoie à peu près à ce qui s'est passé pour le procès de Louis XVI. Et en fait, ça a été à peu près le cas. C'est-à-dire que la mort a été votée, mais de justesse. Alors, je vois l'heure qui continue, donc je me dépêche. Donc on a là une multitude de possibilités de travail autour de la complémentarité de ce que Aronson appelle la classe puzzle. Et je trouve que cette classe puzzle, c'est une très belle manière de parler de coopération. Le puzzle, c'est un exercice dans lequel il faut que chaque pièce soit là pour que le tout soit possible. Hein? Alors bien sûr, j'ai mis en place, mais on vous en reparlera, et Bruno en reparlera sans doute, dans mes classes très vite, le conseil comme outil fondamental de coopération. Le conseil avec les rituels qui sont afférents au conseil, hein, quelques règles de base au conseil. Hein, moi j'avais, quand j'étais instituteur, le conseil n'avait pas lieu le vendredi soir, hein, mais le lundi matin, et le lundi en fin de matinée. Rien n'est pire que le conseil le vendredi soir, hein, quand tout le monde a envie de partir. Si on veut saboter les conseils, il n'y a qu'à les faire le vendredi soir. Donc lundi matin en fin de matinée, quand tout le monde est reposé, mais qu'en même temps on est revenu dans l'ambiance de la classe. Et alors là, 3 personnes, un secrétaire, un président de séance et un gardien du temps, on dépiote la boîte dans laquelle il y a les propositions, on organise l'ordre du jour, il y a quelques règles de base sur lesquelles on s'entend, on garantit l'intégrité physique et psychologique de chaque individu, etc. etc. Et puis là, on voit se construire quelque chose qui est réellement de la coopération aussi, dans la mesure où cela permet de passer des intérêts individuels au bien commun. Et ce conseil fonctionne, j'ai souvent pris cette métaphore, un peu comme une sorte de machine à fabriquer du bien commun. Ça me rappelle une séance d'un conseil municipal d'enfants, je crois que c'était à Bourgoin-Jallieu, j'étais président d'honneur de ce conseil municipal d'enfants et j'étais invité à une séance particulièrement houleuse de ce conseil municipal d'enfants, puisqu'elle portait sur la cantine à l'école. Alors c'était houleux parce que, bon, il y avait évidemment tous ceux qui défendaient le fait d'avoir des frites tous les jours, tous ceux qui défendaient le fait qu'ils ne voulaient plus avoir le choix entre crevettes et pamplemousse, mais ils voulaient avoir que crevettes parce que les pamplemousses c'était pas bien, etc. Ça a été une bagarre absolument terrible. Et à la fin du conseil, les élèves, les enfants qui étaient là m'ont demandé mon avis. Alors comme c'était une affaire sur la nourriture, j'ai utilisé une métaphore adéquate. Je leur ai dit, écoutez, vous me faites penser
à des gens qui voudraient faire de la bonne purée sans que chacun lâche sa pomme de terre. Mais vous ne pouvez pas. J'aurais dit un conseil, ce que vous faites là, vous êtes un presse-purée. Un presse-purée, c'est un truc dans lequel on met sa pomme de terre, mais on tourne. Puis là, dans la purée, chacun ne va pas retrouver sa pomme de terre. Vous n'allez pas rechercher. Donc, entre votre intérêt au départ, votre avis, et puis le résultat, il y a une institution. Une institution, c'est un presse-purée. Un presse-purée, c'est quelque chose qui permet... Enfin, c'est une métaphore, prenez-la, avec toute l'approximation requise. Hein, voilà. Alors, le bien commun et le conseil, bien sûr, on va aller plus loin aujourd'hui en matière de coopération. J'aurais aimé le discuter plus longtemps, mais le temps est passé. L'école inclusive, c'est un pas supplémentaire vers la coopération, bien sûr. D'abord parce que l'école inclusive permet de rencontrer et de coopérer avec des gens radicalement différents de nous, porteurs de handicap, hein, et permet d'apprendre que ces gens-là ont aussi des choses à nous apprendre. Moi, j'ai beaucoup travaillé pendant une période de ma vie sur la création artistique en mêlant des élèves porteurs de handicap lourds et des élèves, entre guillemets, ordinaires. Mais c'est fantastique ce qu'ils s'apprennent entre eux dans ces cas-là. Alors, évidemment, l'école inclusive, ça n'est pas simplement asseoir un élève handicapé dans une classe normale et puis faire comme s'il n'était pas là. Hein, parce que ça, c'est pas l'inclusion, c'est l'exclusion de l'intérieur. Hein, ce qui est encore pire que l'exclusion de l'extérieur. L'école n'est en soi pas inclusive d'ailleurs, c'est l'activité qui est inclusive. Il n'y a pas d'école inclusive. Si on a une école inclusive dans laquelle il n'y a pas d'activité inclusive, il n'y a pas d'inclusion. Hein? Il y a juxtaposition d'individus, avec parfois une aide, et insuffisamment bien sûr, à chacun d'entre eux. Alors voilà différents niveaux de la coopération, il y en aurait plein d'autres à faire. En particulier, le dernier niveau de la coopération pour moi, c'est celui qui pourrait être mis en œuvre, comme nous le montre Bernard Stiegler dans son exemple de la pleine commune, sous forme de l'économie contributive. L'économie contributive, c'est la coopération instituée. Chacun apporte au tout et on construit quelque chose qui bénéficie à la fois à chacun et à l'ensemble. L'économie contributive, l'exemple qu'on donne le plus souvent, c'est les logiciels libres. Mais on pourrait tout aussi bien donner la pédagogie coopérative de Freinet. C'est la même inspiration que l'économie contributive. Alors bien sûr, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà parce que la coopération, et je terminerai par ces quelques remarques, la coopération, elle s'éprouve dans la classe, mais si elle s'éprouve dans la classe, c'est pas pour rester dans la classe. C'est pour aller bien au-delà de la classe. Et je dirais qu'un des enjeux civilisationnels pour moi, c'est que la coopération fasse tache d'huile. C'est-à-dire que ceux qui ont pratiqué la coopération à l'école puissent découvrir que cette coopération est aussi possible au niveau plus large, au niveau du monde, au niveau de notre avenir commun. Alors oui, il nous faut développer et repenser ce qu'on appelle l'éducation à l'environnement, qui est une des étapes nécessaires de la coopération. Hein? Quand on fait un projet pour mettre en place un potager, quand on organise, comme je l'ai vu récemment en Normandie, des lycéens qui retravaillent sur le bocage avec des agriculteurs, on coopère. On coopère quand on met en place un échange épistolaire avec une école d'Afrique, on coopère et là, la coopération prend évidemment une dimension plus vaste puisque c'est à la fois la coopération entre les humains, mais la coopération aussi entre les humains et le monde. Et puis cela nous permet de construire un nouveau rapport au monde. Parce que l'enjeu c'est que l'enfant dans la classe, il découvre que le monde, ça n'est pas un magasin offert à ses caprices, c'est un trésor offert à sa curiosité. Et c'est fondamentalement différent. Un magasin offert à ses caprices, c'est un magasin où il va consommer, où il va satisfaire les besoins de son corps primaire, comme disent les psychanalystes. Un trésor offert à sa curiosité, c'est un lieu d'enquête, c'est un lieu de recherche, c'est un lieu d'investigation, c'est un lieu où on découvre le plaisir d'apprendre seul et ensemble. Il va falloir que l'élève découvre aussi que
contrairement à ce que lui montrent les médias, la réalité n'est pas quelque chose qui nous fascine, nous sidère et nous terrorise, c'est quelque chose que l'on interroge, que l'on questionne, que l'on interpelle. Et puis, il va falloir qu'il découvre que la solidarité, comme le disait Albert Jacquard, ça n'est pas d'abord une valeur, c'est un fait. Nous sommes solidaires. Et rien de ce que nous faisons n'a pas d'impact sur le monde qui nous entoure. Et cette découverte-là, elle est fondatrice d'une coopération qui dépasse très largement la classe. Elle est fondatrice d'une mobilisation de la solidarité au service du bien commun. Et elle est fondatrice de quelque chose d'absolument essentiel, absolument fondamental, qui est de découvrir progressivement la solidarité qui nous lie pour pouvoir la faire triompher. Alors voilà quelques pistes autour de cette coopération, quelques pistes que j'aimerais que, bien sûr, nous approfondissions. Je n'ai fait que les évoquer superficiellement et à travers mon propre parcours. Moi, je n'ai parlé qu'à travers mon propre parcours. Chacun d'entre vous en a évidemment un différent. Quelques pistes avec à l'horizon une idée simple. Où nos enfants vont-ils trouver leur plaisir demain? Dans la consommation de l'épuisable, pour lequel ils se battront pour en grappiller les derniers fruits, ou dans le partage de l'inépuisable que nous leur avons fait découvrir dans le travail scolaire. C'est bien là le choix. Est-ce que nos élèves vont demain vivre dans le monde et se battre pour consommer les quelques reliquats de ce qui est épuisable, ou est-ce qu'ils vont entendre qu'il y a plus de plaisir finalement à partager ce qui est inépuisable? La culture, la poésie, la musique, la découverte scientifique, l'enquête, l'investigation, tous ceux que quand je me l'approprie, je n'en prive pas les autres, mais au contraire, je deviens plus riche pour le communiquer aux autres. Il y a là un enjeu fondamentalement civilisationnel, pour reprendre le titre qui m'avait été proposé. Hein? Le monde est un gâteau, et c'est vrai, le pétrole, plus on consomme, moins il en reste. Mais la culture, plus on en a, plus on peut en donner, et plus il y en a. La culture est inépuisable. Le monde de l'esprit est inépuisable. Et est-ce que nos enfants vont chercher à se satisfaire dans le monde de l'esprit, ou est-ce qu'ils vont se précipiter pour se disputer les derniers reliquats du monde de la consommation? Alors oui, nous pouvons aller au-delà et mettre en place un service public, peut-être, dégagé de l'hégémonie du calcul. Nous périrons dans les eaux glacées du calcul, dit Karl Marx. Nous périrons dans les eaux glacées du calcul. Hein? Quand le calcul se substituera à l'intelligence, quand on croira que le cerveau est une machine à calculer alors qu'il est une machine à arbitrer entre des valeurs et pas à calculer. Oui, nous périrons dans les eaux glacées du calcul si nous ne sommes pas capables d'inventer un autre service public qui soit ni le service public de l'obéissance aveugle, ni de la concurrence sauvage, mais de la coopération des acteurs dans le service public. Et quand on coopère entre acteurs, on est exigeant réciproquement. Et c'est cette exigence réciproque qui se substitue à l'autorité technocratique et qui fait avancer l'institution. Et c'est ça qui peut nous permettre d'avancer vers une économie contributive au service de la planète. J'arrête en disant que, évidemment, je n'ai fait qu'aborder un sujet qui est très vaste. Je l'ai fait à travers ma trajectoire, et Bruno la complétera sans doute cet après-midi, ma trajectoire personnelle. Je l'ai fait en vous montrant aussi que être universitaire, c'est pas renoncer à avoir des convictions. Et si j'avais à
Allez, à conclure la conclusion, allez, on y va. Il faut quand même à un moment donné arrêter. Hein. Je vois que Sylvain commence à s'énerver. Alors là aussi, je l'avais écrit. Hein. Parce que mes amis, si nous n'avions pas d'autre source d'énergie que le réalisme et le bon sens, alors nous ne pourrions rien faire que de négocier au jour le jour la déprime, le chacun pour soi, comme dans un naufrage. Régis Debray dit « On ne vit qu'avec un indémontrable chevillé au corps. Et si tu veux aller jusqu'au bout de toi-même, préserve en toi la part du feu. » Alors mes amis, je n'ai qu'une chose à vous dire, qui balaye tout ce que j'ai dit avant, préservez en vous la part du feu. Merci. Je sais que Philippe adore ça. Donc il se sauve. Alors juste quelques points avant que vous ne partiez sur l'organisation des ateliers qui est là. Donc on maintient bien a priori l'horaire 11h15, 12h30. Les numéros d'ateliers sont affichés et vous les avez également par devers vous. Simplement pour une explication, donc l'atelier numéro 2 se situe ici puisque c'est la projection d'un film avec un débat ensuite. Ici nous sommes au niveau B2, donc les salles B1 et B0 sont en dessous, les salles B3, B4 au-dessus, c'est fléché. Pour les personnes qui ont réservé un repas, il sera le package de sandwich sera disponible au stand de l'OCCE à partir de 11h45, 12h, et vous pouvez l'avoir après. Le temps 12h30, merci, le temps 12h30, 14h, c'est donc pour ce repas et également circuler entre les stands et se relier, se connecter entre nous et avoir les discussions qui en sont fécondes. Je vous invite à revenir ici précisément à 14h, de manière à ce qu'il puisse y avoir une courte parole pour relier les deux conférences et la parole du CAP, 10 minutes. Et ensuite, on aura la conférence de Bruno Robe, et après la conférence de Bruno Robe, vous pourrez poser des questions aux deux conférenciers, c'est-à-dire à la fois à Bruno et à Philippe, puisqu'on n'a pas voulu, là maintenant, qu'il y ait un temps de débat ou de questions avec Philippe qui aurait raccourci le travail important des ateliers pour tout le monde. Voilà. Voilà. Et au niveau du café, à partir de 13h30 à peu près, vous pourrez redisposer d'un café pour revenir ici à 14h. Merci.